Donc, maintenant, on va parler de science et c'est Denis Mercier qui n'est pas parmi nous, mais qui va faire ça en distanciel. Denis Mercier est professeur et géographe, professeur des universités à la faculté des lettres de Sorbonne. Il est spécialisé en géomorphologie para- et périglaciaire. Il est également spécialisé dans les risques de submersion marine liés au changement climatique. Il a, il a effectué 9 missions au Spitzberg et dernièrement, en janvier de cette année, il a publié chez ISTE un ouvrage intitulé Les impacts spatiaux du changement climatique. Et auparavant, il avait écrit plusieurs ouvrages sur le Spitzberg et sur les changements climatiques et la géomorphologie. Denis, je vous cède la parole. Merci beaucoup, m'entendez-vous? Oui. Merci beaucoup, Christophe. Merci surtout à l'ensemble de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université d'organiser ces séances sur l'Arctique. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de venir vous parler de ces travaux de géographie, de géomorphologie que nous avons menés depuis quelques années, effectivement dans l'Arctique, notamment au Svalbard et plus particulièrement au Spitzberg. Et puis, je vais élargir un peu aussi mon propos pour replacer un petit peu aussi ces enjeux de ces études des littoraux arctiques d'un point de vue à la fois géomorphologique, mais aussi d'un point de vue climatique. Mais surtout, je vais l'élargir après avec des travaux que je n'ai pas réalisés moi-même, mais qui concernent les littoraux de l'Arctique et qui ont trait notamment à la vulnérabilité des sociétés, des enjeux que l'on a le long du littoral de l'Arctique. Alors, les littoraux de l'Arctique sont longs, vastes, nombreux, puisqu'ils représentent plus d'un tiers des littoraux mondiaux, et notamment à cause de toutes ces îles que vous voyez sur cette carte. Et une étude menée par mes collègues allemands de l'Alfred Wegener Institute de Potsdam, notamment Hugues Lantuy et Michael Fritz, ont montré que finalement, il y avait seulement 1% de ce littoral arctique qui avait été étudié suffisamment avec de détails pour permettre une quantification notamment des processus en cours dans l'Arctique. Et si on reprend la carte qu'ils ont publiée sur les taux d'érosion côtière en Arctique, on s'aperçoit effectivement qu'il y a peu d'espace, enfin il y a encore beaucoup d'espace à étudier, il y a peu d'espace vraiment très bien connus. Et il montre donc une variété de ces littoraux arctiques, avec notamment les littoraux en vert qui sont plutôt des littoraux stables ou en progradation. Je vais revenir là-dessus puisque ça concerne notamment le Svalbard et le Spitzberg sur lesquels j'ai porté mes études ces dernières années. Mais on a, à contrario, des espaces en rouge qui connaissent un retrait rapide, et notamment en mer de Beaufort, qui est extrêmement bien étudié par ces mêmes collègues de l'Alfred Wegener Institute, sur lesquels on va revenir. Alors, pourquoi étudier ces littoraux arctiques et comment ces littoraux arctiques évoluent face au changement climatique contemporain? Alors, c'était la question centrale d'un consortium de recherche qui intéressait essentiellement des Européens, mais il y avait aussi des collègues canadiens dans ce consortium qui s'appelle l'Arctic Coastal Dynamics, qui permettait, comme on le voit ici très bien avec ce symbole, à la fois de travailler sur ce qui va être modifié dans le bassin arctique, avec notamment la disparition, la rétraction de la couverture de glace de mer, et donc la banquise, les effets induits sur les littoraux. Et donc là, ça c'est quelque chose qui va être au cœur de ma présentation d'aujourd'hui et qui est au cœur des questions centrales pour l'évolution de ces littoraux. Et puis, l'évolution du climat actuel sur notamment la fonte du permafrost, la fonte du pergélisol et les conséquences que ça a sur le recul des côtes. Alors, le schéma de droite vous montre que finalement, on a des forçages environnementaux. Ces forçages environnementaux, ce sont notamment des forçages qui sont donc
liées donc à l'évolution du climat contemporain, donc au réchauffement climatique du bassin arctique, avec la réduction de la glace de mer, hein, la réduction de la banquise. Et cette réduction de la banquise, pour les littoraux, eh bien, c'est quelque chose de véritablement fondamental parce que quand la banquise est présente, eh bien, elle protège pendant des longs mois les littoraux de l'action des vagues et des courants, alors que quand cette banquise arctique se rétracte et ne protège plus les littoraux, eh bien, les tempêtes, les courants marins, les vagues, tous ces éléments qui vont participer à l'érosion des littoraux vont avoir beaucoup plus de facilité à s'exprimer. Et donc, on va avoir une évolution du littoral avec banquise ou sans banquise. Et puis, l'autre grand changement environnemental, c'est évidemment, toujours en lien avec le réchauffement climatique, la fonte du pergélisol, qui, à la fois pour le pergélisol offshore, mais aussi le pergélisol littoral, a des implications véritablement fondamentales sur la stabilité des littoraux du bassin arctique. Donc, ces questions sont au cœur des préoccupations des chercheurs géographes, géomorphologues qui s'intéressent à ces questions de l'Arctique. Alors, j'ai intitulé ma présentation d'aujourd'hui « Les littoraux de l'océan Arctique face à la fonte des glaces ». Et les glaces de l'Arctique, comme vient de le rappeler Romain Troublé, ce sont trois figures différentes, trois choses complètement complémentaires mais différentes. Vous avez évidemment la glace de mer, avec ici cette rétraction sur laquelle on reviendra rapidement, et qui est le plus important paramètre de contrôle pour l'évolution des littoraux contemporains. Les glaces terrestres, avec deux images ici que je vous ai mises, la rétraction des glaciers terrestres, notamment de l'archipel du Svalbard, qui libèrent des espaces nouveaux et qui contribuent à l'extension finalement spatiale des littoraux arctiques. Et puis la réduction de l'inland sea groenlandais. Et puis la troisième catégorie de glace qui affecte les littoraux arctiques, c'est évidemment la fonte du pergélisol, comme l'a rappelé Romain Troublé tout à l'heure, avec, comme il vous l'a montré aussi sur des images, des défenses de mammouths qui émergent de ce pergélisol en rétraction. Alors, rapidement, juste quelques points sur le réchauffement climatique contemporain. Vous avez ici deux figures qui montrent l'effet de ce réchauffement climatique sur deux stations de l'archipel du Svalbard, Longyearbyen, qui est donc la capitale, qui se situe au cœur de l'archipel, et puis Ny-Ålesund, qui se situe sur la côte nord-ouest de cet archipel du Svalbard. Alors, si on regarde l'évolution des températures, eh bien, on s'aperçoit, quelle que soit la saison, en noir, c'est la courbe, la température moyenne annuelle, mais après, en fonction des couleurs, vous avez l'été, l'automne, le printemps, on s'aperçoit que, quelle que soit la saison, finalement, on a une augmentation de la température annuelle de l'air. Mais ce qui est le plus spectaculaire sur cette figure-là, c'est la figure en bleu qui montre que c'est surtout les mois d'hiver, décembre, janvier, février, qui représentent le gain thermique le plus important. Alors, on y reviendra. Ça a aussi des incidences donc, sur le volume des précipitations, alors que ce soit à Longyearbyen ou à Ny-Ålesund. Vous voyez ici que pour la station de Ny-Ålesund, depuis 1970, on a gagné, comme température moyenne annuelle, on a gagné 4 degrés. Hein, on passe de -6 à -2 en température moyenne annuelle. Et puis, pour l'échelle locale, toujours à Ny-Ålesund, la même station, sur cette même période, eh bien, on a 200 mm de précipitations supplémentaires. Alors, ces éléments sont fondamentaux parce que, comme l'a dit aussi Romain Troublé tout à l'heure, on a une exacerbation de ce réchauffement climatique dans l'Arctique par rapport aux autres régions du monde. Et cette exacerbation qui est documentée, qui est analysée aujourd'hui, eh bien, elle est aussi au cœur de ce qui est envisagé pour le réchauffement climatique à l'horizon donc 2050 ou 2080. Alors ici, vous avez 4 cartes qui représentent donc le bassin arctique, avec l'été, les mois de juin à août, ou l'hiver, les mois de décembre à février, pour 2 années, 2050 ou 2080, avec comme modèle soit une augmentation de 4,5 watts par mètre carré, soit 8,5 watts par mètre carré supplémentaire. Ce sont donc les deux scénarios du GIEC. Et on s'aperçoit que finalement, évidemment, plus on augmente
le nombre de watts par mètre carré, plus la température va augmenter. Mais ce qui est surtout intéressant ici pour nos littoraux et notre bassin arctique, c'est que notre bassin arctique, avec 8,5 watts de mètre carré par supplémentaire en 2080, eh bien, c'est surtout les parties terrestres qui vont se réchauffer le plus en été. Et donc là, ça va surtout avoir un impact sur le pergélisol. Et puis, pour les mois d'hiver, vous voyez que c'est surtout la partie maritime, si vous voulez, du bassin arctique qui va se réchauffer le plus. Et là, ça a un impact encore plus important sur le devenir de la banquise arctique. Et donc, c'est ce que l'on documente aujourd'hui, eh bien, ne fera que s'exacerber pour les décennies à venir. Alors, cette fonte de la banquise arctique, elle est très bien documentée, notamment depuis que les satellites nous donnent une image complète du bassin arctique avec donc des images depuis surtout les années 1979-1980. Donc là, c'est une des premières cartes, donc au 1er septembre 1980, où on voit le bassin arctique ici avec finalement 8 millions de kilomètres carrés de surface de glace de mer. Et puis l'année, donc la même image au 1er septembre 2012, avec l'année la plus dramatique pour l'extension spatiale de la banquise arctique, avec finalement de l'ordre de 3,5 millions de kilomètres carrés seulement. Et on voit très bien que la quasi-totalité des littoraux, Taran aurait eu cette année-là peu de difficultés finalement à faire le tour du bassin arctique, y compris dans les territoires du nord-ouest canadien, puisque finalement, cette année-là, il y avait eu très peu de glace. Alors, quand on regarde la tendance, depuis sur les 41 années 1979-2019, on s'aperçoit effectivement qu'on a une tendance linéaire avec une décroissance par moitié. On passe de 8 millions de kilomètres carrés à 4 millions de kilomètres carrés de surface de la banquise, avec une perte de 82 400 kilomètres carrés de banquise par an en moyenne. Mais si on regarde les tendances et qu'on change la durée d'observation, les 13 années 1999, 2012, c'est une décroissance encore plus forte. Mais si on prend les 13 dernières années, 2007-2019, là, on a l'air d'avoir une stabilité de cette banquise. Cependant, la quasi-totalité des modélisations prévoit donc une disparition de cette banquise pour des raisons simples. À la fois, finalement, la réduction spatiale de la banquise fait qu'on a de plus en plus, comme vous le voyez ici, de la glace jeune, de la banquise jeune dans le bassin arctique. Et si cette banquise est de plus en plus jeune, donc c'est de la glace en bleu-violet sur les cartes, ici, eh bien, plus elle est fragile, plus elle est facile à casser, et donc plus elle est facilement expulsée du bassin arctique, notamment au niveau du détroit de Fram, hein, du nom de ce bateau de Nansen dont a parlé Romain Troublé. Et on a une expulsion de la banquise, et cette expulsion de la banquise, d'abord, elle se fragmente plus facilement, c'est la boucle mécanique directe, et puis elle est expulsée surtout plus facilement du bassin arctique, et plus elle est expulsée, eh bien évidemment, moins on aura de glace pluriannuelle. Donc, ce système explique en partie pourquoi on aura de moins en moins de banquise dans les décennies qui vont venir. Et puis, l'autre grand paramètre de contrôle, eh bien, c'est l'albédo. L'albédo de la banquise dépend de l'été, en été et en hiver, en fonction des pollinies et puis des flaques d'eau à la surface de la banquise, évidemment. Mais si elle est remplacée, cette banquise, par de la mer libre de glace, eh bien, on aura 90 à 95% de l'énergie envoyée par le Soleil absorbée par l'océan Arctique, alors que quand on a de la banquise, évidemment, cette énergie est renvoyée dans l'atmosphère par l'albédo des surfaces claires. Et donc, que ce soit pour la banquise, pour le bassin arctique ou pour les surfaces terrestres du bassin arctique, si on remplace les surfaces enneigées et englacées par des surfaces terrestres végétalisées ou des sols nus, eh bien, on va aussi, par ce phénomène d'albédo différentiel, accélérer le réchauffement climatique de l'Arctique. Alors, cette boucle de rétroaction, on peut
la résumer par cette figure, on part d'une augmentation de la température documentée depuis le 19e siècle avec une température de 2 degrés pour le bassin arctique, alors qu'à l'échelle planétaire, on a gagné 1 degré. Cette augmentation de la température fait fondre la cryosphère marine et terrestre, donc la banquise qu'on vient de documenter, les glaciers, la glace de mer, le pergélisol. Et évidemment, toutes ces surfaces claires vont être remplacées par des surfaces sombres, et donc on va avoir une baisse de l'albédo qui va elle-même participer à l'augmentation de la température. Et puis, de manière beaucoup plus, avec des boucles de rétroaction plus longues, eh bien, on a également une augmentation des gaz à effet de serre, à la fois par l'augmentation de la vapeur d'eau, comme on le voyait avec ces très belles images où on voit les polynies restituer de l'eau sous forme de vapeur à partir de l'océan Arctique, ou la libération du CO2 ou du méthane, qui va participer, notamment piégé dans les glaces, participer à cette augmentation de l'effet de serre. Et donc, on s'attend évidemment, par ces systèmes de boucle de rétroaction, à avoir une augmentation, une exacerbation, avec un gain de température pour le bassin arctique qui sera sans commune mesure avec ce que l'on peut observer partout ailleurs à la surface de la planète. Alors, le deuxième grand type de glacier qui impacte nos littoraux arctiques, c'est la fonte des glaciers terrestres. Alors, pour documenter ce recul des glaciers terrestres, je vous ai mis une carte ici des glaciers à la fois à front marin et puis des glaciers terrestres au Spitzberg nord-occidental, notamment dans la région du Kongsfjorden, qui a été étudié depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et on s'aperçoit ici, vous voyez, 1889, l'extension spatiale du Kongsvegen, le glacier à front marin. Et aujourd'hui, 2016, il était à peu près ici. Et puis aujourd'hui, il a encore reculé. Donc on a un recul de plus de 6 ou 7 km de ce glacier à front marin sur un siècle, ce qui est véritablement colossal. Et puis les glaciers terrestres de plus petite taille, eux, ont reculé de 1,5 km à 2 km. Et tous ces reculs des glaciers ont un impact sur les littoraux, comme je vais ici vous le montrer sur ces images. On a exactement ici les mêmes littoraux, les mêmes glaciers. On retrouve le Kongsvegen qu'on voyait tout à l'heure sur la carte, ce glacier à front marin qui recule de 6 à 7 km depuis un siècle. Il était sur cette photo de 1936, vous voyez au droit du Pedersenbreen ici, et puis ça sur des photographies que j'ai prises en 2017. Le Pedersenbreen n'a plus du tout le Kongsvegen à ses pieds et il faut aller remonter bien loin pour observer ce Kongsvegen. Et donc, on a des littoraux qui apparaissent, qui naissent finalement, des littoraux qui n'existaient pas et qui n'étaient pas soumis à la dynamique littorale et qui arrivent. Et puis l'autre type de glaciers sont ces glaciers terrestres, avec aussi des langues glaciaires, ici ces glaciers de type alpin, 1936, photographie aérienne, oblique, prise par le Norges Polar Institute, et puis des mêmes photographies, même espace, prises en 2016 lors d'une mission. Quand on arrive à Ny-Ålesund, on arrive par avion, donc ce sont des photographies aériennes obliques aussi, et on voit très bien le recul de ces glaciers, avec ici les 4 petits points, c'est la base Jean Corbel, qui est une des stations permanentes où les Français, les scientifiques français vont étudier l'espace polaire du Spitzberg ici régulièrement. Et la fonte des glaciers du Spitzberg, elle est documentée. Je vous ai mis ça pour un petit clin d'œil. On a donc un institut de l'océan à Sorbonne Université, et puis mon bureau est à l'Institut de géographie rue Saint-Jacques, et à côté de l'Institut de géographie rue Saint-Jacques, il y a l'Institut Océanographie, ou la Maison des Océans, qui a été fondée par Albert Ier de Monaco. Et Albert Ier, prince de Monaco, avait financé, participé à une des premières expéditions scientifiques en 1907. Et là, ce sont des photographies du même espace que ceux que je viens de vous montrer, qui sont très intéressantes. On voit les petits personnages ici de l'expédition, mais on voit surtout les glaciers qui débordent des moraines terminales, qui sont aujourd'hui à 2 km du premier glacier. Donc voilà, des espaces littoraux qui émergent
suite au retrait des glaciers. On le voit très bien ici sur ces images-là, hein, ces grands glaciers à front marin, avec des falaises de glace qui font 30 à 40 mètres de haut, qui reculent de 6 à 7 km et donc qui laissent à découvert des nouveaux littoraux comme celui-ci, et puis les glaciers terrestres qui libèrent des eaux de fonte et des sédiments qui vont construire des deltas sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et puis la troisième type de glace que l'on retrouve donc sur le long de ces littoraux arctiques, ce sont les glaces du sol, le pergélisol, le permafrost en anglais, qui, fondant, eh bien, participent à l'érosion des littoraux à falaises, que ce soit ici en mer de Beaufort ou en mer de Laptev, ici côté russe, avec des taux de recul qui sont parmi les plus importants à la surface sur les cartes documentées du bassin arctique, parce que, effectivement, le réchauffement climatique contemporain fait fondre ce pergélisol, et ce pergélisol ne tient plus les sédiments meubles de ces littoraux et participe à l'érosion colossale de ces littoraux. Alors, un des enjeux, qui est très bien documenté par notamment une partie de l'équipe de mes collègues de Potsdam à l'Alfred Wegener Institute, notamment Georges Tansky, ici, dans un de ses derniers articles de 2021, où il documente la libération du carbone sur les littoraux. Et on voit très, très bien ici, à la fois la libération du carbone qui est piégée depuis finalement des milliers d'années dans les sols gelés de l'Arctique, hein, comme ici sur les photographies que vous voyez en haut à gauche, et puis un dégazage du CO2 extrêmement et du carbone extrêmement rapide ici quand les blocs gelés arrivent directement dans la mer, et là le CO2 est rejeté directement dans l'océan et dans l'atmosphère. Alors voilà pour le cadre. Et d'un point de vue du géographe-géomorphologue qui s'intéresse donc aux conséquences de la fonte de ces glaciers sur les littoraux arctiques, eh bien, on s'intéresse à ce que l'on appelle donc les processus paraglaciaires ou à la paraglaciation, c'est-à-dire, si on reprend cette courbe théorique de Church et Ryder dans leur article fondamental qui définit le paraglaciaire de 1972, eh bien, juste après, avec un réchauffement climatique, on a la fonte des glaciers, on a une déglaciation, et cette déglaciation va exacerber toute la remobilisation des sédiments. Et donc, on a une phase transitoire, une crise géomorphologique ici qui s'exprime dans les premiers temps de la déglaciation. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui en Arctique, c'est ce qu'on vit le long des littoraux, les littoraux arctiques. Alors, ça s'exprime par ça peut se lire selon une cascade sédimentaire. C'est le principe d'analyse que l'on retient, c'est-à-dire que si vous voyez ici le littoral donc, qui est dans la partie terminale de ce bassin versant, eh bien, on a un bassin versant glacé, les glaciers fondants, eh bien, on a une libération des eaux de fonte, une remobilisation des sédiments, et en cascade, on va avoir les apports sédimentaires qui vont arriver jusqu'aux littoraux et qui vont participer à la progradation des littoraux, à l'avancée des littoraux, à la construction des deltas. Alors, on a donc ici une étude qui se fait généralement en 3 temps. On étudie le départ des sédiments. Donc là, ce sont sur des moraines latérales qui sont juste consécutives au retrait des glaciers comme à fond marin, comme celui que je viens de vous montrer tout à l'heure. Le transfert des sédiments, à la fois en termes d'eau liquide et de sédiments transportés par les cours d'eau, comme vous voyez ici, on voit des panaches sédimentaires arrivant dans le Kongs-Fjorden. Donc on a beaucoup de sédiments qui arrivent au littoral et qui vont se déposer dans des puits sédimentaires au fond des océans, et notamment ici au fond des fjords. Alors, voilà pour le contexte. Je vais vous développer, présenter rapidement ce qu'on a fait ces dernières années au Spitzberg sur ces littoraux. Alors, le Spitzberg, comme tout le monde sait, c'est un archipel
Le Svalbard est donc à mi-chemin entre le pôle Nord et le Cap Nord. Et l'île principale de cet archipel du Svalbard s'appelle le Spitzberg. Et les Français y travaillent depuis finalement le début du XXe siècle, et surtout depuis la construction en 1963 d'une base permanente, la base Jean Corbel, donc sur cette station de Ny-le-Saône. Alors c'est un avant-poste facile à étudier parce que en très peu de temps, finalement, en 2 sauts d'avion, on se retrouve à 79 degrés de latitude nord et on peut étudier les littoraux de l'Arctique. Alors, je vous montre juste quelques exemples de ce que l'on a étudié. D'abord, ce que deviennent ces nouveaux littoraux, comment ça se passe sur ces littoraux qui sont libérés par le recul des glaciers, comme ici, celui que vous avez au nord d'une petite montagne qui s'appelle le Kollet Togda. Alors, on a documenté le retrait du glacier dans un premier temps. En documentant ce retrait du glacier, on remonte aux premières iconographies de 1861. Ici, vous voyez des baleiniers, peut-être des Basques d'ailleurs, parce qu'ils étaient très actifs sur ces littoraux arctiques au XVIIIe et XIXe siècle. Et vous voyez la chasse à la baleine ici sur les littoraux. Et cette montagne est encore enchâssée par les glaciers. Nous ne sommes pas encore sortis du petit âge glaciaire. On n'a pas encore on n'est pas dans le cœur du réchauffement climatique contemporain, et vous voyez que les glaciers enchâssent encore cette montagne. Et puis, progressivement, vous voyez, on le voit sur ces photographies aériennes, 1995, les glaciers ont disparu, et puis des photos de terrain où on voit très très bien ces nouveaux littoraux qui apparaissent. Et donc, on cartographie comme ça l'évolution du littoral. Et ce qui nous intéressait dans cette étude, c'est de voir comment ce nouveau littoral allait évoluer, et on s'aperçoit que donc on a fait plusieurs missions de terrain, mais sur cet exemple-là, on s'aperçoit que l'évolution du littoral ici est stabilisée très très vite parce qu'on a peu d'épaisseur de sédiments. C'est un peu le même cas de figure que les grands versants du Groenland évoqués tout à l'heure par Romain Troublé, avec des dépôts sédimentaires qui sont très fins, très peu épais, qui sont avec des cœurs de glace. Et une fois que la glace morte a fondu à l'intérieur du dépôt, eh bien, tout se stabilise. C'est-à-dire que là, du coup, on est en fond de fjord, on a peu de dynamique de la houle à la côte, et on a une stabilisation du littoral qui se fait très rapidement. Et donc, ce sont des littoraux qui évoluent très peu. Et puis, l'autre exemple que je vais détailler un tout petit peu plus ici, c'est finalement l'exemple d'un programme que nous avions développé dans le cadre de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor en 2016-2017. Et nous nous intéressions notamment aux littoraux meubles, que vous voyez ici sur la carte, et puis aux côtes à falaises. Et on était à partir de la base donc, Jean Corbel, qui a été complètement rénovée par l'Institut polaire. Alors, quels étaient les objectifs de ce programme sur les littoraux bas, les zones qu'on appelle les zones de Strandflat, ces grands littoraux plats? On voulait documenter la progradation des littoraux meubles. Vous voyez ici qu'on a des littoraux qui avancent sur la mer, avec des sédiments qui construisent des deltas. Donc, on voulait quantifier et cartographier cette progradation des littoraux meubles. Et puis, on voulait aussi cartographier les deltas offshore. Vous voyez que les panaches sédimentaires apportés par les rivières ici apportent beaucoup de sédiments sur la partie offshore du littoral ici. Et on voulait documenter aussi ces deltas. Alors, comment on a fait rapidement d'un point de vue méthodologique? On utilise des outils classiques de cartographie, des GPS. Et puis, on a documenté aussi la sédimentologie, comme vous le voyez ici, avec mes collègues Marine Bourriquin et puis Jérôme Fournier, ici, de la station de Concarneau. Eh bien, on a documenté aussi en cheminant le long du littoral. On se déplace avec un GPS pour cartographier l'évolution du littoral. Et puis en mer, pour la partie offshore, on utilise un sonar ici, que vous voyez
en jaune avec les câbles, qui est tracté derrière un petit bateau de l'Institut polaire français Paul Émile Victor, et qui va longer comme ça le littoral pour cartographier et documenter le trait de côte et les deltas offshore. Donc, quels sont les éléments d'évolution de ces littoraux? Alors, ces littoraux, comme on l'a vu déjà un petit peu tout à l'heure, ils sont alimentés par la fonte des glaciers terrestres. Donc, les petits glaciers, là, les glaciers des Löwen, Midre-Löwenbrin ici, ou l'Östre-Löwenbrin, et ils sont alimentés par des cours d'eau. Et donc, on va avoir une connexion sédimentaire entre ces rivières et puis les deltas. Et donc, on a des magnifiques deltas comme ça qui se construisent, et une partie des sédiments vont être ensuite redistribués par les processus littoraux. Alors, ça veut dire qu'ici, les littoraux sont dépendants de l'alimentation sédimentaire du bassin versant. Et donc, une partie de la clé de compréhension des deltas, du littoral, se joue à l'intérieur des terres, à 2-3 km seulement du littoral, comme vous le voyez ici sur cette image. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la contraction spatiale ici de la bande de tressage. Vous avez mes collègues là, ici, Gregor Rachlewicz, mon collègue polonais, et puis Dominique Lafly de l'Université de Toulouse, qui sont dans la partie active, où les cours d'eau vont pouvoir remobiliser du sédiment et arriver jusqu'à la mer. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que les glaciers se retirent, eh bien, les cours d'eau s'encaissent et abandonnent des surfaces très importantes, ici, de la plaine intramorainique. Et on voit très bien les paléoméandres, les espaces qui ont été, il y a encore quelques décennies seulement, drainés par les cours d'eau. Et donc, comme on a une rétraction spatiale de la banquise, eh bien, une rétraction spatiale de la bande de tressage et de la zone érodée par les cours d'eau, on va avoir de moins en moins de sédiments ensuite qui vont arriver au littoral. Alors là, une autre vue, ça c'est vue du littoral, pris du littoral vers les glaciers qui vont apporter des sédiments et de l'eau liquide. Et là, cette fois, vous voyez qu'on a des sédiments en abondance qui arrivent par les rivières jusqu'au littoral. Donc, on a documenté tout ça et on a aussi utilisé des photographies aériennes multidates. Et en utilisant des photographies aériennes multidates, on peut voir comme ceci depuis 1966 jusqu'en 2014 avec des photographies, puis avec le terrain 2016-2017, on peut montrer l'évolution de la position du trait de côte au fur et à mesure des périodes. Alors, soit on a des zones de progradation, comme ici, très importantes, soit au contraire, on a des zones d'érosion. Et ce qu'on voulait essayer de comprendre, c'est pourquoi tout le processus qui permettait de comprendre pourquoi ça prograde dans certains secteurs et pourquoi ça s'érode dans d'autres. Voilà un petit peu la synthèse des résultats. Tout ce qui est ici en vert montre que les littoraux progradent, donc ils avancent sur l'espace du fjord. Et puis en rouge, c'est les zones où, au contraire, les littoraux sont en érosion et reculent par rapport au fjord. Et donc on s'aperçoit que dans les premières périodes, 1966 jusqu'en 1977, puis jusqu'en 1990, on va avoir essentiellement ici une progradation très active, avec le début finalement de la fonte accélérée des années 70, 80, 90. Et puis progressivement, les glaciers se retirent toujours, mais comme il y a la contraction de la bande de tressage que je vous ai documentée tout à l'heure, eh bien, on a de moins en moins d'espace qui prograde et on commence à avoir ici finalement une disparition du vert et de plus en plus de rouge, ce qui fait qu'on est avec des deltas qui sont de moins en moins nourris et qui vont progressivement passer du stade de progradation au stade de stabilité, puis après au stade d'érosion. Et alors pour les deltas offshore, c'est le travail qu'on a fait avec la cartographie sonar, juste au large donc, du littoral. Eh bien, on a pu documenter par différentes campagnes, entre 2009 et 2017, on a pu documenter tout l'apport des sédiments qui arrivaient donc sur ces espaces. Et là, on s'aperçoit que
comme on a beaucoup de sédiments fins et que la configuration du trait de côte le permet, parce qu'on a le fjord est très profond, mais plus loin, ce qui fait que dans la partie proche du littoral, on peut avoir encore des dépôts sédimentaires. On a ici des pro-delta offshore qui continuent à prograder parce qu'ils sont encore alimentés. Voilà, alors voilà un petit peu rapidement de présenter ce que l'on fait sur ces littoraux du Spitzberg, ces littoraux bas, meubles, et on voit très bien, donc on a des progradations littorales. Alors finalement, c'est un modèle qui est intéressant parce que ça montre aussi, si on dézoome complètement l'enjeu, ça montre que des littoraux deltaïques peuvent continuer à prograder s'ils sont bien alimentés en sédiments. Et finalement, c'est toute la problématique et tous les enjeux qu'on retrouve sur les grands deltas du monde, le delta du Rhône, le delta du Nil, le delta du Gange-Brahmapoutre. Si vous artificialisez les cours d'eau, si vous mettez des digues et que vous mettez des barrages pour faire de l'hydroélectricité, par exemple, eh bien, il n'y a plus de sédiments qui arrivent à la côte. Et s'il n'y a plus de sédiments qui arrivent à la côte, il n'y a plus de renouvellement sédimentaire. Et donc, le delta n'est plus en équilibre avec son environnement, n'est plus alimenté, il ne peut même plus prograder. Et pour les littoraux qui sont comme le Rhône, le Nil, soumis à l'élévation du niveau marin, bah, ça va être une cause perdue d'avance, puisque ça fait un siècle et demi qu'on a artificialisé les cours d'eau du Rhône et du bassin versant du Rhône. Et les Saintes-Maries-de-la-Mer peuvent toujours mettre des milliers d'euros pour protéger son littoral. Eh bien, il n'y aura plus d'apport sédimentaire sur le delta. Donc voilà, ça c'est dézoomé, un exemple de ce que l'on peut faire en Arctique pour montrer des modèles qui sont non anthropisés par rapport à ce qui se fait par ailleurs dans le monde sur d'autres deltas avec d'autres enjeux. L'autre secteur que nous avons documenté, ce sont les secteurs à falaise. Et les secteurs à falaise, eux, donc, ils sont soumis à bien d'autres processus, comme vous pouvez vous en douter. Alors, on le voit très bien sur cette photographie, c'est maintenant, il n'y a plus de banquise, y compris l'hiver. C'est-à-dire que pour ces littoraux à 79 degrés de latitude nord, dans le Kungsjorden, il y avait une banquise hivernale tous les hivers, et depuis finalement une dizaine d'années, il n'y a plus de banquise, y compris l'hiver. Ce qui fait que ces littoraux à falaise eh bien, sont soumis à des tempêtes, à l'érosion, et ils sont aussi soumis à la fonte du pergélisol qui est encore présent dans ces sols et ces formations superficielles que l'on voit ici. Alors, ce que l'on a voulu nous documenter, c'est cette érosion des secteurs à falaise, et on a utilisé des outils classiques de photogrammétrie, de scanner terrestre, et on a aussi utilisé des méthodes plus classiques de marteau-schmitt, ici, qui est utilisé dans le bâtiment, dans le BTP, pour mesurer la résistance du béton. Et là, on l'utilise ici, nous, pour mesurer la résistance des roches le long des côtes à falaise, pour voir finalement, inversement, l'efficacité de l'érosion sur les littoraux. Alors, et on a utilisé une caméra thermique, et cette caméra thermique nous permet aussi de montrer les secteurs qui sont les plus en érosion, parce qu'ils subissent le plus la fonte du pergélisol. Et donc, on voit très très bien ici que le littoral, l'eau est ici, est alimentée de plus en plus, et la falaise recule, non pas uniquement par l'érosion littorale liée à la disparition de la banquise, mais encore plus par la fonte du pergélisol, ici, et donc la fonte de la glace des sols qui maintenait finalement la paroi et la falaise. Et donc, on a un littoral qui est extrêmement érodé à cause de ces processus à la fois littoraux et ces processus terrestres ici. Donc, voilà des exemples de programmes de recherche qu'on a menés ces dernières années. Alors, je voudrais, pour la dernière partie, montrer les grands enjeux de l'évolution et de l'étude de ces littoraux pour les sociétés arctiques, avec des travaux qui ont été réalisés par d'autres collègues que moi, notamment des collègues polonais ici, avec une figure qui montre tous les enjeux sur une même figure, montre tous les enjeux pour les sociétés littorales des changements
climatique, donc la disparition de la banquise qui va exacerber l'érosion côtière ici, la disparition du pergélisol qui va faire fondre les falaises et qui va déstabiliser aussi les infrastructures, comme le montrait Romain Troublé tout à l'heure. Alors, ça induit un catalogue de situations, et dans cet article de Jakowski, eh bien, on a ici à la fois ce que Romain Troublé nous disait sur les villes russes, qui sont avec des bâtiments importants, mais construits sur le pergélisol, et ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis, d'autres exemples ici, comme la fonte du pergélisol avec le recul des littoraux, et puis l'érosion du littoral avec des infrastructures qui se retrouvent donc menacées par le recul de ces littoraux. Alors, les solutions, elles existent d'un point de vue géotechnique, comme ici en mer de Beaufort, dans la péninsule de Tuktoyaktuk, où on est pour préserver les sociétés littorales arctiques, amenées à sortir l'artillerie lourde du génie côtier pour pouvoir défendre le littoral de l'érosion, avec des infrastructures qui sont... il y a toujours des solutions techniques, mais là, on est dans des situations avec des taux de recul très importants. Et donc, on a des études qui montrent et qui documentent ce recul des littoraux avec des projections qui sont faites, comme ici, avec une étude d'une collègue Irgang, là, sous la direction de mon collègue Hugues Lantuy, toujours en mer de Beaufort, où vous voyez l'évolution du littoral, avec le trait de côte en 1950, en 1970, et puis le trait de côte projeté pour 2100, avec deux scénarios. Est-ce que le scénario va être avec un recul rapide ou pas, et donc une cartographie des enjeux qui sont susceptibles d'être menacés par ce recul du trait de côte. Donc là, on fait de l'analyse à la fois de l'évolution contemporaine du recul du trait de côte et puis de la prospective pour savoir qui et où seront les espaces et les enjeux de demain. Et puis la même chose pour une étude comparable avec ce qui se passe ici au Svalbard, avec une problématique de préservation des patrimoines culturels du Svalbard. Ici, ce sont des anciens entrepôts d'exploitation du charbon, qui étaient au départ une des activités principales après la chasse pour la fourrure au début du XXe siècle. C'était ici le charbon, l'extraction de charbon qui était l'activité principale du Svalbard. Et vous voyez ici le recul du trait de côte qui menace finalement des bâtiments qui sont pour les Norvégiens, qui font partie du patrimoine culturel. Alors, cette érosion, on aurait tendance à dire que ce recul du trait de côte, à la limite, si ça ne menaçait que, entre guillemets, des bâtiments comme celui-ci, enfin, c'est intéressant, mais il n'y aurait peut-être pas autant d'appréhension. Mais on a aussi des éléments comme celui-là documentés qui nous montrent le recul du trait de côte avec le terminal pétrolier de Warrendey, qui là est évidemment avec une photographie ici prise par les collègues de l'Arctic Coastal Dynamics, qui montre qu'on a des enjeux environnementaux qui sont d'une autre dimension. Beaucoup d'études aussi ces dernières années montrent la pollution des littoraux de l'Arctique, avec ici une étude faite par mes collègues polonais dans la région du Belsund, au Svalbard toujours, où ils ont 2 années, enfin 2 années à des écarts importants, 1993-2015, documenté les types de pollution, et on voit ici très bien l'évolution notamment des plastiques qui vont devenir dominants le long de ce littoral. Et on le sait très bien, l'Arctique reçoit, et pour toute la chaîne alimentaire, ça peut aussi poser un certain nombre de problèmes, une quantité importante de déchets. Et puis, d'autres éléments qui ne sont pas plus réjouissants, c'est la dégradation du pergélisol et la probabilité d'avoir des risques pour les infrastructures, notamment dans les secteurs ici russes que nous avions évoqués tout à l'heure avec les projets de Yamal notamment,
hein, qui font partie des secteurs où le pergélisol fond le plus, hein, et qui menacent les infrastructures côtières. Et puis pour terminer ce tour d'horizon des questions et des problématiques liées à ces littoraux face à la fonte des glaces, ici des exemples d'effondrement, de grands glissements de terrain que l'on retrouve le long des littoraux qui sont associés à la fonte du pergélisol. Hein, le pergélisol au Svalbard notamment est très présent à l'intérieur des formations à la fois superficielles et puis de la roche en place. Et la fonte du pergélisol déstabilise les parois. Comme il n'y a plus de banquise, il y a une érosion du pied de falaise qui est beaucoup plus importante. Et on a donc des grands glissements de terrain qui se mettent en place, comme celui-ci. Et puis, vous voyez ici un épisode récent, en août 2016, avec des pans entiers de la falaise qui s'écroulent. Alors ça, c'est extrêmement bien documenté. Mais ces écroulements de parois peuvent aussi poser des problèmes, puisqu'on s'aperçoit, même dans des régions qui sont, d'un point de vue tectonique, stables, comme les régions de l'Arctique, et notamment ici au Groenland, eh bien qu'on a des tsunamis avec des glissements de terrain qui, comme ici en 2017, proviennent de la dégradation du pergélisol des parois du fjord. Les volumes sédimentaires plongent jusque dans le fjord, ça crée un raz-de-marée. Et ici, un des villages les plus proches a été en partie endommagé, avec là ici une cartographie faite par Mats Rieliski, mon collègue polonais ici, qui a cartographié toutes les maisons détruites. Et il y a eu 4 morts, 9 blessés dans des secteurs où, jusqu'à présent, on n'a jamais documenté de tsunamis, hein, qui sont ici liés à cette fonte du pergélisol. Alors, je vais essayer de finir par une note positive, puisque l'UNESCO nous ouvre une décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable, et notamment, il y a une des grandes entrées qui est un océan sûr, qui protège les communautés humaines des risques océaniques et de la sécurité des activités en mer et sur les côtes est assurée. Donc, j'ai bon espoir que dans les décennies à venir, dans la décennie qui s'ouvre, on va avoir une focale de la recherche sur ces questions-là. Alors, je voudrais remercier rapidement tous mes collègues avec qui j'ai travaillé, essentiellement au Spitsberg depuis de nombreuses années. Ma première mission, c'était en 93, mais aussi mes collègues islandais avec qui j'ai travaillé. Je peux parler de l'Islande aujourd'hui parce que c'était sur d'autres problématiques, mais avec qui j'avais travaillé aussi beaucoup ces dernières années. Voilà. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention et votre écoute. Et si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre.